La Flottille de la Liberté, c'est une coalition d'organisations, de plusieurs associations internationales, créée en 2010, c'est bien ça ce que tu disais, et qui régulièrement envoie des bateaux pour essayer de percer le blocus opéré par Israël sur la bande de Gaza. Et donc là, il y a un bateau qui est parti dimanche, avec notamment à son bord Greta Thunberg, Rima Hassan, des militantes, je crois que j'en ai vu un Brésilien, il y a 6 Français en gros, voilà. et après ils sont une dizaine en gros à bord. Voilà. Et donc là, depuis quelques jours, ça fait beaucoup de retentissement médiatique, puisque on le voit partout sur les réseaux. Je sais qu'il y a aussi des journalistes qui les ont accompagnés, etc. Mais en fait, c'est une organisation, en tout cas qui organise depuis bien plus longtemps. J'ai regardé un peu des archives. En 2018, j'ai vu qu'il y avait un bateau qui s'est fait arraisonner, des gens qui s'étaient fait arrêter, emprisonner à Israël. Notamment, comment il s'appelle, le camarade de la CGT, qui est encore sur place d'ailleurs, qui remonte à bord. Je l'ai écrit dans le papier. Moi, je l'ai là sur moi. Je crois que je l'ai écrit dans le papier. Non, je l'ai pas écrit, c'est pas possible. Alors, il s'appelle Pascal Morieras. Voilà. Et donc voilà, Pascal Morieras. Donc, il faisait partie de l'équipage du Freedom. Donc le bateau qui a été arraisonné en 2018, et donc un militant brésilien, Thiago Avila, une activiste allemande, Yasmine Akar, enfin bref, il y a plein de monde, et on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi leur stratégie évidemment de visibiliser le combat, mais c'est ce qu'ils expliquent, ce qu'ils et elles expliquent aussi, c'est aussi une manière de se protéger. Si tout le monde les regarde, si tout le monde parle d'eux, il y a moins de chances qu'ils se fassent arrêter, attaquer, bombarder. Alors pourquoi je dis bombarder ? Parce qu'il y a un mois, il y a un bateau qui s'est fait... alors on ne sait pas très très bien qui, comment, mais en tout cas, il y a un bateau de cette flottille pour la liberté, Conscient, je crois qu'il s'appelait, qui a subi des explosions. Alors certains disent des drones, certains disent évidemment des drones israéliens, mais je crois qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas très très bien. En tout cas, il y a un bateau qui était en route pour Gaza, qui s'est fait attaquer. Donc c'est pas des menaces un peu en l'air, quoi. Et surtout que j'ai retrouvé le tweet de notre cher sénateur d'Instagram, donc un sénateur républicain aux États-Unis. J'espère que Greta et ses amis savent nager. Voilà. Non, mais parce que quand même en 2010, puisque là, quand ils envoient les premières flottilles, en effet, comme tu rappelais, pour dénoncer le blocus à Gaza, il y a eu quand même, ils ont ouvert le feu, puisque là, il y avait plus d'une vingtaine de navires de tête. Et il y avait eu des morts quand même, donc c'est pas rien. En effet, parce que l'armée israélienne maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années a décidé de bloquer totalement le territoire, d'en faire une enclave, et que c'était un moyen humanitaire déjà avant tout ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023. De percer ça et de montrer en gros que la solidarité internationale existe et que c'est intolérable la manière dont est traité ces habitants gazaouis maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Ouais. Voilà. Donc je crois que c'est Rima Hassan qui l'expliquait. L'objectif, c'est dénoncer le blocus humanitaire et le génocide en cours, l'impunité dont bénéficie l'État d'Israël et sensibiliser l'opinion mondiale et internationale. Donc c'est quand même un navire humanitaire, c'est-à-dire qu'il est chargé de denrées alimentaires, je crois, du jus de fruits, etc. Mais c'est plus symbolique. Symbolique. C'est pas avec un bateau rempli de jus de fruits qu'ils vont réussir à pallier à la crise humanitaire en ce moment, à la famine, etc. Mais c'est un moyen effectivement de porter l'attention des médias et de la société civile là-dessus. On disait c'était créé en 2010. C'est peut-être une question piège. Est-ce que tu te rappelles comment, par qui ça a été créé, dans quel objectif Non, c'était vraiment, c'était parce qu'il y a eu plusieurs conflits sur Gaza. Il y avait déjà eu en fait l'arrivée du Hamas aussi au pouvoir. Donc à partir de là, il y a eu une volonté des Israéliens de couper et de mener un blocus entier vis-à-vis de l'enclave. Et du coup, cette stratégie arrive après plusieurs années à ce qu'il y ait une volonté humanitaire et surtout de dénoncer le double discours d'Israël et l'isolement croissant de cette enclave, sachant que dans le même temps, en Cisjordanie, ils maintenaient l'annexion. Donc c'était vraiment, après plusieurs opérations militaires aussi de l'armée israélienne, est-ce qu'il y en a eu, de tête, je dirais au moins peut-être 3 ces 15 dernières années, et à chaque fois avec le même, ce qu'on voit. Alors là on passe un cap supplémentaire dans l'horreur, mais c'était vraiment couper l'enclave, couper son accès, même sur à la frontière avec l'Égypte quand même, qui normalement a des frontières internationales.
Donc pour percer et alerter en fait sur le sort des populations sur place, puisqu'à chaque fois en fait Israël a détruit, les Palestiniens ont dû reconstruire, essayer de s'en sortir, puisqu'il y avait quand même tout l'aide humanitaire qui était maintenu et qui passait par Rafah, donc à la frontière égyptienne, pour acheminer de l'aide à ces populations. Encore une fois, là, c'est coupé depuis 2022. Là, c'est encore davantage coupé depuis maintenant mars. 17 voilà, ou 18 mars, je ne sais voilà. plus. Donc on voit que c'est une décision contraire à toutes les règles internationales. On laisse mourir en gros des femmes et des enfants et des civils sur place. Donc ça fait toujours partie de la stratégie aérienne de couper tout ravitaillement à cette enclave et de couper territorialement avec la Cisjordanie et un futur État palestinien. Donc en gros c'était pour alerter et à l'époque dénoncer la situation sur place de la population et des populations palestiniennes. On vous invite évidemment à aller suivre la Flottille pour la Liberté. Ils ont un compte Instagram, ils ont un site internet, ils ont un compte Twitter et ils ont aussi en fait ils ont mis un tracker dans leur bateau et du coup on peut suivre leur avancée. Voilà, et donc tout ça, c'est des moyens évidemment pour médiatiser l'affaire, mais aussi un moyen pour les protéger, parce que plus il y a des gens qui les regardent, moins il y a de chances qu'ils se fassent attaquer. Voilà, j'ai vu aussi, petit fun fact, il y avait Liam Cunningham, donc l'acteur qui joue Chevalier Oignon dans Game of Thrones. Celles et ceux qui ont regardé Game of Thrones auront la ref, qui était présent au départ du bateau, parce qu'en fait donc il est parti le dimanche 1er juin, mais en fait il y a plein de gens qui sont réunis, qui sont montés sur le bateau, qui sont descendus, qui ont fait des interviews avec les gens qui étaient là, tout ça. Tous les bateaux ont notre tracker, je ne sais pas, en tout cas celui-là on peut le retrouver. Et donc voilà, il y avait un acteur de Game of Thrones qui était là, et j'ai découvert à ce moment-là d'ailleurs qu'il était engagé en fait pour la Palestine depuis très longtemps. Il n'a pas attendu la Flottille pour la Liberté pour s'engager. Sur les Instagram, rappelons en fait que c'est le sénateur républicain, par exemple, dans le même tempo, là a demandé sur l'Ukraine, par exemple, qu'il y ait une volée de sanctions supplémentaires, puisque pour l'instant Trump s'y refuse, à l'égard de la Russie. Donc on voit encore une fois quand même le double discours d'une personne qui est capable de vouloir des sanctions très bien à l'égard de la Russie supplémentaires, mais c'est-à-dire qui aujourd'hui dit en gros à des personnalités, savez-vous nager, je veux dire, il y a aujourd'hui un crime de génocide qui se déroule, il y a voilà, c'est des horreurs qui se passent directement à Gaza, et encore une fois avec pour l'instant aucune sanction qui ont été pensées, déployées à l'égard du gouvernement israélien. Même si j'ai l'impression que ça commence un petit peu à changer, depuis quelques semaines, on voit un léger retournement à la fois des médias plus traditionnels, mais aussi des politiques. On a entendu des prises de parole d'Emmanuel Macron qu'on n'avait encore jamais entendues. Donc, est-ce que, selon toi, ça, avec ce retournement médiatique et politique des grands pays et des grands médias, est-ce que ça peut jouer sur... est-ce qu'on va enfin appliquer des sanctions sérieuses et concrètes à Israël et au gouvernement de Benjamin Netanyahou ? Alors oui, il y a un bouger. Maintenant, concrètement, par exemple, on en discutait la semaine dernière. Il me semble qu'on a fait aussi un papier, mais en gros, la complication, par exemple, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël, qui est un accord de coopération économique. Le souci, c'est que même s'il y a énormément d'États qui sont favorables à le stopper, il faut en fait l'unanimité des 27, donc des 26 pays membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir une unanimité sur un tel sujet. Voilà, par exemple, la Hongrie ou d'autres pays qui sont des soutiens aujourd'hui de Netanyahou voteront contre. Comme par exemple, on sait que la Hongrie, alors c'est toujours abstenu, mais a mis aussi la pression sur, par exemple, des sanctions à l'égard de la Russie. Aujourd'hui, ils feront de même. En tout cas, sur l'accord de coopération, sur des sanctions, après, des gouvernements peuvent décider de sanctionner, par exemple, d'arrêter aussi de livrer des armes. On sait qu'il y a des pays qui maintiennent des ventes d'armes et des livraisons d'armes à Israël, les États-Unis. On sait que l'Allemagne aussi en fournit une partie. Voilà, il y a pas mal de pays qui pourraient décider d'arrêter ce commerce-là. Et la troisième chose, en effet, c'est des sanctions. Je veux dire, qui peuvent être décrétées par la France, par l'Espagne ou par d'autres pays, pour un moment donné, mettre davantage de pression à l'égard d'Israël. Et la dernière chose qu'on attend, et ça c'est une première action, c'est une action diplomatique de la part de la France, puisque la France, en tout cas son président, n'a toujours pas reconnu l'État de la Palestine, à la différence des deux assemblées qui ont reconnu l'État de Palestine. La France ne l'a pas fait. Donc on attend, puisqu'il y aura tout un volet diplomatique à l'ONU du 17 au 20 juin, qui est mené en coopération avec l'Arabie Saoudite sur la question de la reconnaissance.
Justement, peut-être qu'on peut faire un petit point, parce que oui, voilà, je retrouvais le papier. En fin de semaine dernière, donc c'était vendredi, Macron posait les conditions de la reconnaissance de la Palestine. Alors, je ne sais pas si c'est des conditions qu'il avait déjà données ou pas, mais c'est quand même des conditions assez strictes. On ne sait pas très très bien si elles pourront être remplies. Donc, la libération des otages détenus par le Hamas, la démilitarisation du mouvement islamiste palestinien, sa non-participation à la gouvernance de cet État, une réforme de l'autorité palestinienne, la reconnaissance par le futur État d'Israël et de son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région. Ça fait beaucoup de conditions dont certaines, on ne sait pas très très bien si elles pourront être remplies, en tout cas rapidement. Est-ce que c'est une manière pour Emmanuel Macron de dire, en fait, moi j'aurais bien voulu reconnaître la Palestine, mais vous voyez bien que c'est pas possible? Alors, moi je pense que c'est en effet une porte de sortie, mais aujourd'hui ils se sont quand même assez engagés. Donc, je veux dire, ils tiennent une conférence quand même à l'ONU avec l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, vu la situation sur place, la moindre des choses, c'est quand même d'appeler et d'affirmer une reconnaissance. Il y a d'autres États qui l'ont fait maintenant depuis plus d'1 an, qui sont l'Espagne, l'Irlande, encore récemment. Je veux dire, il y a plus l'Estonie, je crois. Voilà, il y a plus d'une centaine de pays au niveau mondial, voire 80% des pays du monde de cette planète et qui font partie de l'Assemblée générale de l'ONU qui ont reconnu l'État de Palestine. Finalement, il n'y a que encore en Occident et dans quelques pays où on refuse de reconnaître l'État de Palestine. Vu la situation à Gaza et en Cisjordanie, puisque depuis le 7 octobre, les choses se sont accélérées d'un point de vue d'annexion des territoires palestiniens, sur la colonisation, sur un certain nombre de choses comme ça, sur le système d'apartheid qui est quand même largement documenté aujourd'hui, même par la Commission européenne. Donc on voit qu'en tout cas, la moindre des choses, ça serait cette reconnaissance. Mais aujourd'hui, ce que les Palestiniens souhaitent, oui, c'est la reconnaissance, mais c'est-à-dire une reconnaissance, pareil, avec plutôt que de mettre des conditions à l'égard des Palestiniens, c'est mettre des conditions à l'égard des Israéliens, puisqu'il faut sanctionner et stopper ce qui est en train de se produire à Gaza et en Cisjordanie.